Ça serait bien de tourner en rond. Je t'aime. Très tard, il avait osé dire je t'aime à quelqu'un. Cela l'engageait trop. Sans doute c'était des mots difficiles à sortir à haute voix. Ou alors il les disait à toute vitesse. Et si celui ou celle à qui il les disait ne prêtait pas une oreille suffisamment attentive, j'étais pas sûre qu'il les aimait. Pardon? Non, je n'ai rien dit. Ah, il paraît que les gens qui marmonnent ou qui articulent mal, c'est pour éventuellement, après avoir parlé, garder la possibilité de nier le sens exact de leurs paroles. Moi, je n'ai rien dit, ou bien je n'ai pas dit ça. D'ailleurs, il se souvenait que la seule fois où il avait dit « je t'aime » clairement, lentement, d'une voix forte, à une femme, elle était espagnole, et il était à peu près sûr qu'elle ne comprenait pas ces mots. Les seuls je t'aime qu'il pouvait commettre sans réticence, sans douter de leur contenu, c'était le je t'aime qu'il disait à ses enfants. Celui-là, il était sans retenue ni économie aucune. Ses parents, à lui, ne lui disaient jamais « je t'aime ». J'ai pas besoin de te dire je t'aime, parce que je te le prouve. Quelle connerie! Il avait pourtant été un temps adepte, lui aussi, de cette posture, mais il avait changé. Les mots sont à ce point des actes que dire « je t'aime » peut suffire, alors que prouver qu'on aime n'est pas suffisant. Il faut en plus le dire clairement et lentement. Les mots sont la forme déclarative de nos sentiments. Ils engagent la responsabilité de celui qui les prononce. Et c'est sûrement pour ça que c'est dur de les dire. Ces mots, parce qu'ils étaient rares dans sa famille, les rendaient encore plus intimidants.
engageant toute sa personne quand il se détermina un jour à les dire quand même. Il aurait été tenté de se venger de cette rareté en disant « je t'aime » plusieurs fois de suite. Cette répétition a l'air d'être le comble de l'intensité, mais en fait, elle l'altère et le résultat est fade, dérisoire. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Le dire une seule fois et doucement à l'oreille. Ça va peut-être la solution. Mais déclarer son amour exige d'être proféré. Il faut que ce soit comme de publier les bancs. Je t'aime doit être dit à haute voix. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. À ce prix, il devient un acte affirmé au monde entier en même temps qu'à l'être aimé, alors officiellement investi. Et cette déclaration qui lui est faite constitue sa nouvelle et importante identité d'être aimé. Il devient une nouvelle personne. Mais si les deux amoureux sont tous les deux changés, voire bouleversés par les sentiments qu'ils s'avouent l'un à l'autre, à l'instant même où l'un déclare à l'autre qu'il l'aime, celui qui le dit en premier devient en plus l'initiateur de leur amour et la réponse, Moi aussi, je t'aime. devient une réplique faible de ce dialogue amoureux. Une réplique pas à la hauteur de l'enjeu parce qu'elle ressemble à une formule de politesse en retour, ou dérisoire, même si elle témoigne d'une vérité. Mais moi aussi, je t'aime. Le vrai courage n'est-il pas de dire que l'on aime l'autre sans être sûr d'être aimé en retour? Décidément, moi aussi, je t'aime est une phrase secondaire. Désolé, l'autre s'est découvert en premier. Désolée. Quand la mère à la question d'un de ses nombreux enfants, « Maman, tu m'aimes ?» répond, Tous pareils, je vous aime tous pareils. n'ajoute-t-elle pas en sourdine Tout toi, mon premier, mon aîné, mon grand, mon fort. Tous pareils. Cela rend suspect la phrase fondatrice de Victor Hugo, écrivant l'amour d'une mère pour ses enfants, chacun en a sa part, et tous l'ont tout entier. propagande Pas grande. ou réalité? Moi, je me servais de cette phrase quand j'aimais plusieurs femmes en même temps. Je me disais, si la mère peut partager son amour sans diviser à toute sa progéniture, pourquoi je ne pourrais pas faire de même avec les femmes que j'aimais en même temps et en n'en trahissant aucune? Quand j'étais avec l'une d'elles, je l'étais totalement, et peut-être plus totalement si elle avait été mon unique partenaire. Pourquoi ne pas dire que j'ai été plus totalement, justement parce qu'il y avait les autres? Quand je rejoignais l'une d'elles, je m'éloignais des autres et le désir est comme un sonar. Plus on s'approche de quelque chose qui fait écho et plus le son devient assourdissant et rend l'épaisseur du silence autour mystérieux, attirant, qui contient tout ce dont je me suis éloigné. Et c'est bien la pratique de ce va-et-vient entre ce qui nous attire et ce qui nous manque, qui nous inspire et nous met en mouvement. Je suis content d'aller au travail et de quitter ma maison, mais je suis aussi content d'en partir à la fin de la journée, de me retrouver chez moi. Nous rechargeons notre énergie par l'alternance de l'assouvissement de nos désirs opposés. Il faut s'éloigner d'abord pour se rapprocher ensuite et recommencer sans cesse, comme s'il s'agissait d'un rituel. Les enfants aiment se cacher, se faire peur en ne voyant plus leur mère et réapparaître soudain soulagés. À pu, Ah, le voilà. à pu, Ah, le voilà. sans cesse, comme une pratique alternée et répétée de la désaffection et de l'affection, réactivation permanente du désir. Mais aimer, c'est dépendre. Ou plutôt, faire dépendre son bien-être de quelqu'un d'autre. L'amour remet en question gravement l'autosuffisance, érige la dépendance en vertu. Parce qu'au fond, dans la relation amoureuse, on renonce à n'être bien qu'avec soi pour déléguer à l'autre la capacité de s'aimer. Parce que la vraie formule, ce n'est pas aime ton prochain comme toi-même, mais aime-toi
comme tu es capable d'aimer ton prochain. Et celui dans un couple qui quitte l'autre, surtout si c'est pour une autre personne, est le plus avantagé. Il ne renonce à rien, il substitue un amour à un autre. Il ne se retrouve pas dans la situation du quitté, qui lui reste dépendant de celui qui le quitte en l'ayant considéré comme la moitié de sa personne. Abandonné. Privé aussi de cette part de l'autre qu'il a assimilée. Il est aussi amputé de la part de lui-même qu'il a déléguée à celui qui l'abandonne. Les amoureux qui se tiennent la main aiment regarder à quoi ils ressemblent dans le reflet de la vitrine du magasin quand ils traversent la rue. Les amoureux qui se tiennent la main. Ils sont curieux de cette nouvelle personne, le couple, curieux de cette extension de leur individu. Et ce couple est-il un remède à la solitude ou bien l'accès au partage, à la complicité, à une amplification rendant plus forte chacune des personnes qui le constituent? Et la maîtresse qu'on rejoint dans la chambre d'hôtel, c'est quoi qui se passe dans cette étreinte fusionnelle? C'est quoi qui se passe dans cette étreinte fusionnelle? Apothéose du contact des corps? Est-ce la simulation éphémère de la fusion absolue, non polluée par les tracas quotidiens qu'un couple régulier partage dans sa maison obligatoire, son lit obligatoire, sa banque obligatoire, Toi, ses crédits obligatoires, Oh, son frigidaire obligatoire, Ga. toi, ses enfants obligatoires, obligatoire. O. oh, Ga. toi, Obligatoire. Et cette fusion si convoitée, on la ressent intensément avec sa maîtresse parce que le temps est court. L'hôtel provisoire, c'est pas le couple qui va changer les draps, ni qui les mettra dans la machine à laver. Et l'orgasme est densifié par ce simulacre de la fusion absolue. Mais de l'amour des fleurs, on n'est pas jaloux. Hein? De l'amour des fleurs, on n'est pas jaloux. de l'amour des fleurs, on n'est pas jaloux. L'amour des fleurs, Hein? on n'est pas jaloux. La jalousie, c'est la peur de perdre cette part de moi-même, investie dans l'autre, comme dans une indivision. Avec l'apparition progressive du doute sur l'honnêteté de mon associé. Trahi par son partenaire, cela veut dire que l'autre a considéré cette part de vous-même que vous lui aviez confiée comme une propriété personnelle qui devait disposer à sa guise. Trahi parce que l'on a soi-même renoncé à une part de son autonomie pour la mettre en commun avec celle de l'autre. Et la haine est l'inversion symétrique de l'amour. Dans la haine comme dans l'amour, on dépend de l'autre pour exister. Il était jaloux des couples de personnes âgées qui se tiennent par la main dans la rue. Il prêtait à ces couples une longévité qui, après tout, n'était pas certaine. Les amoureux qui se tiennent la main. Ils s'étaient peut-être rencontrés très récemment. Il y a tant de divorces entre des gens qui ont vécu toute une vie ensemble. D'ailleurs, on se dit, c'est du gâchis. Le plus difficile étant passé, ils pouvaient bien maintenant qu'ils avaient l'habitude l'un de l'autre continuer comme ça. Obligatoire. Alors, est-ce l'approche de la fin de sa vie qui fait que l'on ne peut plus supporter ce que l'on a supporté pendant tant d'années? C'est la retraite qui précipite tout ça. C'est vrai, dans un couple, on arrive à respirer tant que chacun s'absente pour aller travailler. Et puis, on a un boulot après quoi râler. Des collègues à accabler. Mais à la retraite, quand la femme et l'homme se retrouvent à la maison, l'un avec l'autre, toute la journée, il y a bien le garage aménagé en atelier, lieu tiers où l'homme se réfugie, les courses à l'extérieur, où la femme se réfugie.
La contemplation de la chambre des enfants désertée n'aide pas à affronter le tête-à-tête. Obligatoire. Et les deux personnes âgées que l'on croise dans la rue et qui se donnent la main ne sont pas forcément les rescapés de ce marathon matrimonial. Ils se sont peut-être rencontrés récemment, après leur respective séparation, et la promenade sur le port redevient une fête, alors qu'avec leur précédent partenaire, elle était devenue une corvée, une revisitation stérile de ce moment où ils allaient avec enthousiasme au bout de la jetée, se serrant l'un contre l'autre face à l'océan. On souffre de la solitude, mais on crève de la solitude à deux, au point de se sentir en prison dans le couple. Et le geôlier, c'est soi. On veut être fidèle à ce que l'on a été. On veut reprendre le pas des amoureux qu'on a été jadis et aux mêmes endroits que ces tristes Venise quand on ne s'aime plus. Que c'est triste Venise quand on ne s'aime plus. Et on n'a pas le courage de faire de la peine à l'autre. Alors on se résigne, c'est l'estomac qui trinque, et on a mal à la tête. Et comme on ne peut pas s'avouer que ça ne va pas, que ça ne va plus, Je suis pas bien avec toi. je suis pas bien avec toi, on s'énerve parce que l'autre fait tomber quelque chose. On ne s'attendrait plus de sa maladresse. C'est trop grave pour en parler tranquillement avec l'autre, et le seul remède est la colère contre son impuissance. Je me souviens de ma fiancée, j'étais envahi par sa bonne humeur constante à mon égard, et sa gentillesse avec moi, et le respect amoureux, et l'humeur égale. J'avais l'impression d'être avec quelqu'un d'inconditionnel, comme les psychothérapeutes qui ne vous accusent de rien, malgré vos aveux, et qui vous rassurent même quand vous leur confiez cet acte qui vous culpabilise à temps. Et ma partenaire était elle aussi une inconditionnelle. Avec elle, j'étais au paradis. L'ange bienfaiteur qu'elle était pour moi me demanda un jour de l'aider à transporter une commode d'une pièce à l'autre de sa maison. Je m'exécutais, et malencontreusement le pied du meuble tomba sur son pied à cause d'une mauvaise prise ou à cause du hasard. Et l'ange bienfaiteur se transforma en ange exterminateur en réagissant à la douleur par une parole d'humeur très hostile. Tu peux pas faire attention, non? Tu ne peux pas faire attention, non. Et sur un ton inédit dans notre relation. Ce fut pour moi comme une bascule dans le réel, le réveil brutal d'un rêve qui m'avait semblé éternel. À partir de ce moment, Tu peux pas faire attention, non? je fus en deuil de ce nirvana. La fusion avait perdu son caractère inconditionnel et il allait falloir faire attention pour que cette fêlure ne s'agrandisse Tu peux pas pas. faire attention, non? La menace de l'orage était dorénavant comme une possibilité météorologique sans prévision possible. Le petit garçon que j'étais redevenu grâce à elle avait cru qu'il habitait la ville dont le prince est un enfant, et que ce prince, c'était lui. Ah oui. Et là, il s'était vu brutalement dépossédé de tous ses titres, redevenant un citoyen comme les autres, qui devait tant bien que mal gérer sa relation. Ah oui. L'amour ne se gère pas. Il est là ou il n'est pas là. Bien que l'amour soit tout le contraire du commerce, le couple peut devenir un patrimoine rassurant. L'amour devient alors la garantie d'une hypothèque sentimentale et le couple tient à cause de ce lien hypothécaire dont les traces photographiques sont posées bien en vue sur la commode du salon. Moi, je rêvais en regardant les photos de jeunes mariés de mes parents, aux amoureux qu'ils étaient, à leur rencontre dans une boîte à bachot pendant l'été 44, et à leur long raccompagnement en vélo jusqu'à la rue du Cherche-Midi où habitaient les parents de ma mère. J'avais besoin d'imaginer ces deux jeunes gens épris l'un de l'autre pour me rassurer en regardant se côtoyer ces deux parents.
les parents. Et moi, je rêvais en regardant les photos des jeunes mariés de mes parents amoureux. Plus tard, ma mère se transforma en chroniqueuse de sa vie quotidienne d'épouse et de mère de famille nombreuse, en écrivant une lettre chaque jour à ma grand-mère restée à Paris. Et l'amour, je le voyais chez ma mère, pour ma grand-mère, dans ses confidences épistolaires. L'amoureux à qui elle écrivait, chaque jour, c'était sa mère. Elle trouvait le temps et l'énergie d'écrire quotidiennement ces 3 longues pages. Les hasards de la poste faisaient qu'elle recevait l'une et l'autre quelquefois 2 lettres en même temps. Les amours épistolaires durent des mois, parfois des années. Quand c'est la correspondance entre 2 amants, c'est difficile pour eux de se remettre de ces mots innombrables. Envoyer l'un à l'autre, célébration quotidienne de l'amour sublimé. Témoigner de ses sentiments par une lettre, quel cadeau! Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'écrit plus. Ou quand on le fait, c'est souvent un acte recommandé à destination d'une administration ou bien d'une personne avec laquelle on vit. Mais à l'époque du texto, la lettre est un cadeau désuet, mais qui garde pourtant toute sa force, parce que l'ADN de l'expéditeur ou de l'expéditrice est sur le papier. Et le génome tout entier de celui ou celle qui a écrit la lettre est déposé sur l'enveloppe. Ah, si la langue l'a humectée pour la fermer. Ce pourrait être la possibilité de reconstituer l'être aimé tout entier comme une fécondation postale et tenir la lettre reçue entre ses doigts, n'est-ce pas tenir le corps de l'autre? On caresse le papier et ses plis, on le respire, et le long trajet postal par lequel la lettre est passée est comme un voyage initiatique, témoin de la détermination de la lettre à trouver son chemin jusqu'à son destinataire. Mais c'est aussi un fantôme. Le fantôme de la présence de celui qui n'existe plus. Celui ou celle qui a expédié la lettre l'a écrite il y a au moins 2 jours. Au moins 2 jours. Peut-être plus. Et la personne qui la lit aujourd'hui ne réalise pas qu'elle est dans une fausse actualité. Au moins 2 jours. De ce point de vue, la lettre est redoutable. Car celui ou celle qui l'a écrit est décalé dans le temps avec celui ou celle qui la reçoit. Et ce qui croit être un partage n'est qu'une supercherie historique. Au moins 2 jours. Le texto, lui, crée une quasi-concomitance entre l'état amoureux de celui qui l'envoie et l'état amoureux de celui qui le reçoit. Mais le texto n'a pas la même force romantique qu'apporte le papier. Le parchemin avec le parfum. La personnalité visible dans l'écriture. Le choix de l'encre. Et cet engagement dans le temps que la lettre manuscrite finit par être à cause de cette conscience de la non-concordance des temps entre l'émetteur et le récepteur. Le décalage
je t'aime est plus facile à écrire qu'à dire. Lui, déclarer son amour, cela l'engageait trop. Aimer, c'était éperdument, donc en perdant tout repère, tout intérêt pour autre chose que la personne aimée. Aimer, éperdument, c'est un pléonasme. L'amour est éperdu, parce que l'on se perd vraiment. Aimer son prochain comme soi-même est clair sur ce premier devoir. S'aimer, c'est de s'aimer soi-même que découle tout, et en particulier l'amour des autres. Il n'y aurait pas d'amour possible de la part d'une personne qui ne s'aimerait pas du tout. Et la solitude peut être l'occasion d'un commerce amoureux avec soi-même réussi. Sorte de répétition générale de l'amour pour les autres. Il faut aimer en nous cette part irréductible d'humanité dont chaque homme est le détenteur. Le premier amour, c'est l'amour de soi-même. Et il n'est pas évident de le pratiquer sereinement parce que l'on a plus tendance à s'adorer ou à se détester qu'à s'aimer. Et quand on a l'expérience de cette relation idolâtre avec soi, on mesure bien que s'adorer ne veut pas dire s'aimer. S'aimer, c'est accepter l'être complexe et contradictoire que nous sommes. Nous permettre d'être courageux grâce à l'état de confiance dans lequel l'amour nous met. D'être victorieux de notre lâcheté naturelle qui se nourrit de notre peur, de notre aspiration à la tranquillité, de l'angoisse de perdre un certain confort et de l'attachement pleutre, 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 pleutre. Notre intégrité physique. Je répète. S'aimer, c'est accepter l'être complexe et contradictoire que nous sommes. Nous permettre d'être courageux grâce à l'état de confiance dans lequel l'amour nous met. D'être victorieux de notre lâcheté naturelle qui se nourrit de notre peur, de notre aspiration à la tranquillité, de l'angoisse de perdre un certain confort, de l'attachement pleutre à notre intégrité physique. Les passagers du RER qui, en présence d'une agression, baissent la tête pour ne pas s'en mêler, ont à ce moment-là le deuil de leur courage. La chaîne des petits intérêts particuliers, enflés par les difficultés économiques, étouffe cette aspiration naturelle à l'entraide, au partage, au courage dont chacun est capable. C'est déjà dur d'avoir un travail. On ne va pas risquer de le perdre à cause d'un trop long séjour à l'hôpital parce que j'aurais porté secours à une personne que je ne connais pas. Et pourtant, je sais bien, comme tous ceux qui baissent la tête, que cette personne agressée, c'est moi. Et c'est moi que j'abandonne à son sort. Car si je détiens une part de l'humanité, la personne agressée la détient tout autant. Et ne pas aller à son aide, c'est piétiner cette part commune. Et le manque d'amour, à ce moment-là, n'est que le manque d'amour pour moi-même. Et en m'abstenant d'intervenir, ce manque d'amour devient du mépris pour moi, autant que pour cette personne qui ne se trouve pas. Choisir de protéger ses proches et exclure tous les autres, c'est en fait altérer le sens que l'on croit donner à ce choix. L'amour pour ses enfants est l'expression particulière d'un amour universel pour tous les enfants qui bénéficient d'une enclave en nous, qui les préserve de notre manque de courage à leur égard. C'est une extension de l'instinct de survie
Programme que l'espèce a placé au cœur de notre cerveau pour se substituer à la raison et nous déterminer à sauver un enfant en courant au devant de l'autobus au risque de se faire écraser. Faire l'amour, c'est le défaire. La sexualité, en faisant du paroxysme physique l'accomplissement de l'amour, le met en danger parce que consommer, c'est conclure, et quand on conclut, on finit. Si on était en train d'écrire, on va poser le stylo. Soit on relit ce que l'on a écrit, soit on ferme le cahier, on quitte la table et on s'enquiert d'autres choses à faire, d'autres désirs à assouvir. L'amour survivra-t-il à la fin de l'étreinte? Autrement dit, l'amour survit-il à sa manifestation? L'amour doit-il être un éther qui flotte au-dessus des corps sans les emporter? Le fantasme de la menthe religieuse qui tue son copulateur après le coït est une métaphore de la sexualité qui, en concrétisant physiquement le sentiment d'amour à son paroxysme, l'achève en l'exaltant. Mais on peut inverser cette temporalité en considérant l'acte sexuel comme le point de déclenchement des sentiments. Lui, il avait tellement attendu ce moment de la rencontre sexuelle des corps que lorsqu'une femme acceptait qu'il la pénètre, sans serment préalable, il se mettait aussitôt à l'aimer. Inversant ainsi la chronologie naturelle, la fin déclenchait le commencement. On aime qui vous aime. On est tellement sur la défensive, on a tellement peur d'être tout seul à aimer qu'on attend d'être sûr que l'autre vous aime avant de s'autoriser le sien. Je t'adore. C'est plus facile à dire « je t'adore » que « je t'aime ». Comme c'est plus facile d'être joyeux que d'être heureux. Avant de décider de faire des enfants avec elle, il avait voulu qu'ils prennent l'engagement de s'aimer mutuellement, quoi qu'il arrive, jusqu'à ce que le dernier de leurs enfants ait atteint l'âge de 8 ans. 8 ans. Pourquoi choisir 8 ans dans cet engagement déraisonnable? Sans doute parce que 8 ans, c'est l'âge de raison, et que l'enfant peut se faire son propre sentiment sur l'amour qu'il porte à ses parents. Il avait besoin, pour s'engager dans ses aventures de père, de ce serment, qui n'était utile que pour le moment névralgique de la décision. Oui, on fait des enfants ensemble. Oui, on fait des enfants ensemble. Oui, on fait des enfants ensemble. Oui, Et la future mère avait on dit fait oui des enfants ensemble. à ces conditions. Oui, on fait des enfants ensemble. Son contrat avec elle, c'était pour avoir la certitude d'être aimé de la mère quand les enfants étaient petits. À vrai dire, il avait autant peur de ne plus l'aimer que le contraire. Vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est bien l'affirmation que l'amour rend tous les autres besoins inutiles à part l'eau, à laquelle même ceux qui jeûnent ne peuvent renoncer au risque de mourir. Les amoureux sont-ils seuls au monde, en ce sens qu'ils n'ont pas plus besoin des autres, qu'ils n'ont besoin de nourriture? Les amoureux qui se tiennent l'amour. Rester au lit, 24 heures avec l'être aimé, est possible. Cela nie tout le système social. Ah, d'ailleurs, quand il a voulu abandonner ses études de médecine, il ne trouva rien de mieux que de rester au lit. Il n'alla plus au cours, il se levait vers midi, en semaine. Ses petits frères allaient à l'école. Ses parents furent tellement décontenancés, lui, leur fils aîné qui était l'exemple de type sérieux, ils en oublièrent l'amour qu'ils lui portaient
Ils le chassèrent de la maison familiale. Faites l'amour, pas la guerre. C'est dur de dire je t'aime dans sa langue maternelle. C'est plus facile dans une langue étrangère. I love you. L'Auvergnat, qui livrait le charbon aux beaux appartements bourgeois parisiens. Il ne souffrait pas de cette servitude. Sa dignité, il la retrouvait dans sa vallée du Cantal, pendant les vacances ou à la retraite, dans la belle maison qu'il s'était fait construire à la sortie du bourg, aussi blanche que sa gueule avait été noire pendant les tâches charbonnières. Et l'amour du pays fait partie de l'amour de soi, né de cette mère, dans ce pays qu'on dit natal, avec cette langue qu'on nomme maternelle. Et même si c'est loin de là, comme émigrant, qu'il prospère et qu'il s'affranchit de l'intimidation maternelle, c'est aux sources de son pays d'origine qu'il retrouve son ego, sa fierté, en même temps que ses peurs et ses inhibitions d'enfance.
à peine compensée par la belle maison blanche de la sortie du bourg. J'aime la mère patrie. Que d'enjeux dans ces trois mots qui relient la mère, l'amour et le pays natal. Et quand on quitte l'endroit où l'on est né, la terre où l'on est né, l'amour parental et tout ce qui imprègne le petit enfant survivent à son départ comme un patrimoine fondateur qu'on garde avec soi. Il était né à Paris, plutôt à Neuilly-sur-Seine, parce que, comme beaucoup d'enfants de la capitale, parce que toutes les cliniques sont... Et il avait passé les 2 premières années de sa vie chez sa grand-mère, dans la rue du Cherche-Midi. Et quand il revenait dans cette rue... Ses poumons reconnaissaient cet air auquel il s'était accoutumé à la naissance, avec cette hygrométrie-là et cette hauteur au-dessus de la mer là. La terre natale, c'était peut-être ça aussi, les paramètres biologiques, la pression atmosphérique et le degré d'humidité, du climat auquel l'organisme s'adapte à la naissance. Et ni moi, je connais ni la neige ni le froid. On imagine bien le choc que vit leur organisme quand ils arrivent en Europe, au Canada, ou partout il fait froid. On imagine chez eux la découverte de ces étendues blanches et glacées, de ce bruit caractéristique des pas étouffés dans la neige gorgée d'eau et les sensations inédites des cristaux blancs fondant entre leurs doigts. Après le décès de ses grands-parents, l'appartement de sa première enfance avait été récupéré par la prévoyance, la compagnie d'assurance, propriétaire où travailla une grande partie de sa vie son grand-père. René Joubert. À partir de ce moment-là, il ne cesse de chercher un logement dans ce quartier de Paris. Dans la rue de ses grands-parents, il avait fini par trouver une chambre de bonne au rez-de-chaussée d'un immeuble à 100 mètres à peine de celui que ses grands-parents avaient habité sur le même trottoir et... Victoire! Il entendait le matin les mêmes tintements de cloche du couvent des sœurs qui appelaient à la prière. C'était comme si l'amour que lui portait sa grand-mère était encore présent grâce à cette chambre Et ces 10 mètres carrés dont il était définitivement propriétaire. Il avait retrouvé son biotope originel, les abscisses et ordonnées de sa localisation de naissance. Bref, son adresse. Et l'amour de sa grand-mère était le microclimat de ce territoire affectif de la rue de Cherche-Midi. Une qui n'en finit pas. Orienté est-ouest. Une qui n'en finit pas. Orienté est-ouest. Une qui n'en finit pas. Orienté est-ouest. Et c'est pour cela que Cherche-Midi. C'est vrai que l'appartement de ses grands-parents était sans soleil. C'est son reflet dans les vitres de l'immeuble d'en face qui faisait que certaines pièces connaissaient quand même le dessin du soleil sur le parquet. Il disparaissait d'un coup quand l'occupant de l'appartement d'en face ouvrait la fenêtre ou tapait les rayons. Le salon était tellement sombre que le poêle Avec ses petites lucarnes de mica. laissait passer un rouge profond, sans flamme. Celui des entrailles de la terre. C'était la combustion lente et rougeoyante du charbon que ma grand-mère versait une fois par jour, découlé, stocké dans la baignoire d'une salle de bain désaffectée. Le bruit des boulets moulés glissant du seau en fer. En continuant le corps enfant du poil avec ma première expérience de Musique concrète. Le son est si précis dans ma mémoire qu'il a dû être gravé dans mon cerveau en haute définition, mobilisant sûrement un groupe énorme de neurones. Heureusement que dans cette nuit en plein jour il y avait ce foyer et l'amour de ma grand-mère, le soleil intérieur de cette maison. qui n'en finit pas. Orienté qui n'en finit pas. Orienté est-ouest. Qui n'en finit pas. Orienté est-ouest. Et c'est pour cela que je cherche midi. Au théâtre, aussi, lieu noir, sans fenêtre vers l'extérieur, le soleil est intérieur.
L'ampoule de la servante veille sur le plateau. Comme cette petite lumière rouge dans les églises qui me terrorisait enfant parce que ça voulait dire que Dieu était là, derrière la porte du tabernacle. Cette si petite ampoule de 4 watts à peine éclairait l'immense édifice complètement de l'intérieur. Même les non-croyants faisaient silence quand ils pénétraient dans ces églises pour les visiter. C'est l'amplification d'imagination qui agit. C'est ce qui se produit avec l'être aimé. Il devient brûlant quand on l'embrasse. On dirait qu'il a de la fièvre. Fiévreux d'amour. La passion est-elle une maladie qui donne la fièvre? Le champ de vision se rétrécit pour converger vers celui ou celle qu'on aime. On ne voit rien d'autre. N'est-ce pas une maladie des yeux quand le champ de vision diminue? Je ne vois plus qu'elle. Je ne vois plus qu'elle. Je ne vois plus qu'elle. Les amoureux sont seuls au monde. Ce focus irrésistible n'est-il pas la réminiscence de la relation exclusive de l'enfant à sa mère avec le son de reconnaissance mutuelle, l'odeur? Exclusif est bien l'adjectif d'exclure. L'amour est exclusif. Je ne vois plus les autres quand j'aime. C'est l'amour aveugle. Si j'aime, ma nouvelle résidence, c'est l'amour. Et tout éloignement est douloureux. Tu me manques. C'est terrible comme tu me manques. Je ne vois plus qu'elle. Sa détermination à trouver cette chambre rue du Cherche-Midi, si près de l'endroit où vivait sa grand-mère, était une tentative de se rapprocher de son fantôme, de ses traces. Ah, elle n'était plus là. Ses restes étaient au cimetière de Montmartre. Mais son empreinte était toujours rue du Cherche-Midi. C'est donc là qu'on pouvait ressentir sa présence et pas là-bas, sur la butte. D'ailleurs, il n'allait jamais sur sa tombe. Ce sont les lieux de vie qui détiennent les souvenirs et non les corps dans les cimetières. Tu me manques, c'est terrible comme tu me manques. Tu me manques, c'est terrible comme tu me Mon grand-père paternel avait une propriété aux Ilettes, dans le département de la Marne. Mon père y avait été enfant.
l'enfant libre de Summer Hill. À 9 ans, il avait déjà une carabine pour chasser les merles. Cette grande maison, à la lisière de la forêt, avec les bruits de la famille en villégiature sur l'immense terrasse aux balustres blancs, était devenue définitivement le lieu d'amour de la vie pour mon père. La guerre avait transformé la propriété en ruine. Dommage de guerre, mon grand-père l'avait vendue. Pour une bouchée de pain, disait toujours mon père, comme tout le monde dit, quand un bien a une plus-value sentimentale sans commune mesure avec sa valeur réelle. Eh bien, dans tous ses déplacements professionnels dans la région, il faisait un grand détour pour passer aux Ilettes. Il garait sa voiture le long du grand mur, il le grimpait tant bien que mal et regardait par-dessus la maison restaurée depuis par les nouveaux propriétaires. Les bois, le grand parc, où il se souvenait du mouton auquel la famille s'était tellement attachée qu'elle n'avait pas pu le tuer pour le manger comme il était prévu. Mon père revenait quelquefois avec les mains écorchées par les ronces du mur de son pèlerinage. Le jour de sa rupture d'anévrisme, qui une semaine plus tard l'emporta, il était passé encore une fois aux Ilettes. Il avait garé sa voiture près du mur, qu'il avait escaladé. Il avait regardé une ultime fois, mais ça il ne savait pas, la maison d'amour. Les mauvaises langues familiales dirent que ce détour l'avait tué, car peu après, il s'était arrêté à l'orée de la forêt dans un routier où il avait mangé une andouillette qui l'aurait rendu malade. Son amour pour cette maison près de la forêt l'aurait tué. Papa! Papa, s'écriaient mes enfants quand, après avoir entendu le bruit de la clé dans la serrure de la porte d'entrée, ils saisissaient que c'était lui et leur père qui entrait. Comment ces enfants pouvaient-ils communiquer autant d'amour dans ce cri? Papa! Comment ne pas être nostalgique de cet enthousiasme sans réserve des enfants, encore plus nostalgique quand l'enfant fait place à l'adolescent qui devient étranger dans la maison? Papa! Ces accents d'amour absolu, sans réserve, quand il les entendait dans la rue, ça le faisait se retourner. C'était l'une des rares mélancolies qui le submergeaient, les souvenirs de quand les enfants criaient « Papa » quand il arrivait, et « Il le criait avec le même enthousiasme et la même intensité qu'il était absent 2 heures ou une semaine. J'ai l'impression que le cri était différent avec la mère. Maman! Papa? Maman! Papa? Maman! Papa? Maman! Papa? Le parent est toujours le spermatozoïde voyageur qui vient de loin, s'approche et repart. La mère ne quitte jamais l'enfant. Son absence est toujours relative. Le lien est ontologiquement permanent. Le père, il a d'abord fait les 100 pas dans les couloirs de la maternité. Il a dû s'autoriser à prendre dans ses bras ce petit corps visqueux, morceau de chair détaché de la mère. Il a dû adopter l'enfant, le reconnaître. Et l'enfant sent qu'il est dépendant de cette adoption. Et comme dans les religions qui prévoient le renouvellement des vœux par la confirmation, cette adoption
Elle doit intervenir plusieurs fois dans la vie de l'enfant. Le voyage, l'absence, sont toujours le simulacre de l'abandon. Et l'enfant, en criant, ne manifeste-t-il pas cette joie d'être à nouveau adopté? Le père est revenu! Il aime donc encore cet enfant, un moment délaissé. Peut-on en déduire que l'enfant doit être confié au père en cas de divorce, la mère étant toujours de toute façon liée à l'enfant? En tout cas, ma mère, ma fille, ma grand-mère sont les 3 photos posées sur le radiateur du salon, petit hôtel funéraire improvisé à l'image de ceux consacrés aux ancêtres dans la maison vietnamienne. Que des femmes, comme pour symboliser ce lien indéfectible. J'aimais mon père, j'aimais mon grand-père, mais aucune photo ne les représente sur le petit hôtel chaud l'hiver à cause du radiateur. Les hommes ont disparu, ils sont loin, ils sont partis, ils sont absents, et les mères et la fille sont là, campant dans la maison. Ce sont des lois que je ne comprends pas. Je les constate, comme je constate cet attachement privilégié d'un enfant pour celui de ses oncles qui est le frère de sa mère, et pour celle de ses tantes qui est la sœur de son père. Dans certaines tribus africaines, l'homme important, c'est le frère de la mère, l'oncle, qui hériterait d'une partie de ce lien de la mère à l'enfant, peut-être plus que le père. Et la sœur du père détiendrait, par procuration, un peu du lien de la mère à l'enfant, mais cette fois-ci du côté du père. Et moi, qui ai beaucoup d'oncles et de tantes, et de côté, j'ai pu vérifier cette proximité particulière avec la sœur de mon père, Jacqueline, et avec le frère de ma mère, André, donc pas du tout l'oncle qui me présentait plus. Comme d'être le père d'une fille n'est pas du tout la même chose que d'être le père d'un fils. Grâce à ma fille, j'accède un peu à ce lien qui lie la mère aux enfants, un peu à cette féminité à laquelle je n'accède pas vraiment dans la relation avec sa mère, qui est d'abord ma partenaire. L'amour pour mon fils est plus narcissique, cet autre moi-même, qui allait être soumis aux mêmes difficultés par rapport à la mère, à la femme, à sa propre féminité, et qui en faisait un frère d'âme, parce que c'est bien un combat que d'exister en tant qu'homme. Et même s'il tenait la main de la mère à l'accouchement sans douleur, Accouchement sans douleur, je comprends pas. et même s'il lui tenait la main, cela n'arriverait jamais à nuancer cette énorme différence de statut entre l'homme et la femme, le père et la mère. Au contraire, cela renforcerait le sentiment d'impuissance de l'homme face à cette répartition des tâches décidées par la nature, qui sont une partie de ses tourments et en particulier d'une de ses pires conséquences, la soif de pouvoir. L'homme croit devoir conquérir une place légitime et, comme il en fait trop, il s'arme démesurément dans cette conquête du pouvoir. Le nom du père donné à l'enfant, l'attitude à décider les choix de la famille, toute cette panoplie que l'homme s'est donnée au cours des âges pour compenser son infériorité initiale, ont gangréné les rapports homme-femme et par extension les rapports homme-société. Le problème, ce n'est pas que la femme soit l'égale de l'homme, mais bien que l'homme se sente l'égal de la femme. Et pas l'homme, rassuré sur sa place, devrait renoncer à ses vains ornements, dont le pouvoir est l'expression dominante, et l'oppression de la femme cesserait.
tant que cesserait la rage désespérée des hommes à exister dans la nature. D'ailleurs, quand une femme cumule son propre pouvoir de femme avec celui d'un homme en dirigeant une entreprise, par exemple, la redondance est extrême et parfois ressentie violemment. C'est quand quelqu'un vous manque que l'on en évalue l'importance. Le dépit amoureux est une grande souffrance, une blessure profonde, parce que non seulement on perd l'être aimé, mais aussi la part de soi-même qui lui était greffée. L'autre, en vous quittant, en vous éconduisant, emmène avec elle cette partie de votre âme, de votre corps qui lui était attachée. Comme si l'amour créait une troisième personne, somme des deux, avec une partie de cette troisième commune, et sans doute, cette partie siamoise du couple se déchire-t-elle en deux au moment de la séparation. C'est peut-être pour ça que c'est si douloureux. Celui ou celle qui quitte l'autre souffre moins. Il ou elle s'est préparé à cette séparation chirurgicale de cette partie siamoise. Elle ou il, ayant décidé de vous quitter, sa volonté est cautérisante. L'autre les conduit, le quitter, l'abandonner et violenté par cette chirurgie non consentie. Les chairs sont arrachées et il se retrouve amputé sans avoir eu le temps de se réconcilier avec toutes ces parties de lui qu'il avait mis en jachère, le temps de cette fusion amoureuse. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Et comme dans le départ pour un long voyage, c'est plus facile d'être celui qui s'en va que celui qui reste. Celui qui reste évalue douloureusement dans la maison familière l'absence de l'autre, cette présence négative qui est pire que la solitude où l'on est seul avec soi-même, mais sans avoir à supporter à côté de soi le fantôme de celui qui est parti. Un veuf ou une veuve se définissent par cette formule « plus qu'un » et non pas « qu'un ». L'identité collective du couple subsiste après le décès de l'un ou l'autre. Mon fils, rentrant en 6e, devait remplir une fiche imprimée. Il venait de perdre l'une de ses sœurs à la suite d'une maladie fulgurante. À la question sèche et administrative « nombre de sœurs », il n'arrivait pas à répondre « une sœur ». Il voulait que sa réponse fût représentative de sa vraie condition. Il avait 2 sœurs, même si l'une d'elles venait de disparaître. Alors, il trouva cette réponse cruelle, mais exigeante de vérité, plus qu'une. Quelle est la nuance entre je suis amoureux et j'aime? C'est quoi qui a nécessité que l'on ait 2 mots pour dire presque la même chose? L'un serait plus superficiel, être amoureux, et l'autre plus profond, aimer. Être amoureux. Est-ce l'évocation de ce qui fut la première attirance? L'attraction irrésistible et raisonnée qui vous pousse sans calcul vers l'autre? Coup de foudre, vous tombez amoureux. Vos yeux font un zoom sur quelqu'un et ce choix estompe instantanément toutes les autres personnes autour. C'est comme l'élection du spermatozoïde dans la fécondation. Ce sont des millions à courir vers l'ovule, mais un seul à franchir l'enveloppe. Et à l'instant même de ce franchissement, c'en est fini pour les autres. Ils n'existent plus. Je ne sais pas s'ils sont détruits, je crois que c'est l'enveloppe de l'ovule qui devient instantanément étanche à l'intrusion d'un autre spermatozoïde. Les millions d'autres ne sont pas moins vaillants, mais ça en est fini pour eux dès que le premier, l'heureux élu, a franchi la ligne d'arrivée. Les amoureux n'ont qu'une hâte. Se retirer du monde. Et donc, aller contempler, main dans la main, au bout de la jetée, l'immensité pleine d'eux. Les amoureux qui se tiennent la main. Ce que permet la mer,
ou le désert, qui ne sont pas des lieux vides, mais des lieux aptes à se remplir de l'immensité intérieure de celui qui les regarde. S'agit-il, quand on est amoureux, d'un temps de l'incubation, l'amour avec un grand A? Cet amour avec un grand A, il est déjà présent, puisque les mots « je t'aime » sont prononcés plus souvent que ceux de « je suis amoureux de toi ». En fait, l'état amoureux décrit le démarrage de l'amour, c'est l'allumage, l'amorçage où l'être aimé, bien qu'unique, dispose de la procuration de tous les autres prétendants à l'amour, comme si l'homme et la femme abritaient en eux un dispositif vacant d'amour qui attend celui ou celle qui va l'activer. Celui-ci peut d'ailleurs, à cause de son imprévisibilité, être parfois une machine infernale, broyeuse et destructrice. On est peut-être, dans un premier temps, amoureux de l'amour, à la recherche de l'état dans lequel il nous met, impatient de vivre cette cristallisation sur quelqu'un on aime aimer. On a vu que l'agressivité ou la colère qui s'installe dans un couple sont souvent la conscience d'une solitude à deux. Et cette solitude avec l'autre, au lieu de la vivre tranquillement, comme l'évolution naturelle d'un couple dans le temps, on la vit comme une dégradation de l'état amoureux, ou pire, une absence d'amour. Et la colère et l'agressivité sont la conséquence du dépit que cela déclenche, avivée par la nostalgie de la fusion des premiers temps, la nostalgie de la main dans la main, au bout de la jetée, où l'on se contraint à retourner. On ne contemple plus la mer infinie, mais l'espace vide que l'on ne parvient plus à remplir. L'amour n'a pourtant pas obligatoirement disparu, c'est l'éther de la passion amoureuse, à la fois euphorisant et anesthésiant, qui a disparu. L'humanité est inspirée par l'amour à certaines époques de son histoire, à d'autres, elle choisit la haine ou l'indifférence. Et si l'amour entre deux personnes ne semble guère faciliter l'amour pour les autres, il est paradoxalement l'occasion d'une tolérance universelle à cause de cette omnubilante autosuffisance du couple qui le rend indifférent à tout ce qui n'est pas lui. C'est une définition indirecte du bonheur. État où l'on renonce à juger les autres, où l'on renonce à les haïr. Le développement de l'amour entre deux personnes est peut-être ce qui peut arriver de mieux à l'humanité. Faites l'amour, faites l'amour. Pas la guerre.
illustration, Marie-Louise, 7 jours de représentation. Si vous voulez bien nous donner 5 minutes, montre en main pour peut-être échanger. Si vous avez envie de choses, si vous avez envie de présenter sur ce travail, on est là pour 5 minutes à votre disposition. Je vous jure que le chronomètre. C'est parti. Je sais que les élèves sont une partie. Est-ce que votre texte est disponible quelque part ou c'est... Oui, oui. Nicolas a eu la gentillesse de faire plusieurs exemplaires. Et donc, vous avez bien sorti à votre disposition le tarif minime de 2 €. Oui. Est-ce que les petites anecdotes comme sur la rue de la grand-mère et tout ça inspirées d'histoires Est-ce qu'elles sont inspirées d'histoires vraies? Alors, je vais vous répondre indirectement, mais c'est une réponse directe. Lyosa, qui est un phénomène de littérature, qui est venu à la fête du livre et nous, on a lu un texte avec Jean-Marie Bocard qui s'appelle Lettre à un jeune romancier. Il dit, même si vous écrivez une fiction, elle est de toute façon autobiographique. Là, elle l'est carrément. Je suis incapable, et je vais essayer de me réformer, d'inventer autre chose que ce que j'ai autour de moi dans ma vie. Bon, mon problème à moi, après, c'est comment intéresser les autres. Et donc, c'est là, tous les copains qui viennent pour essayer d'abord de faire un traitement d'écriture, un boulot d'écriture, et puis des copains qui nous aident à ce que le théâtre, parce que cette dimension autobiographique ne devient plus importante. Elle n'est qu'une source d'inspiration. On s'en fout. Et j'ai une question. Est-ce que c'est... comment ça a été écrit? Est-ce que c'est des notes que vous avez assemblées? Ou est-ce que c'est au niveau de la temporalité? Ou est-ce que c'est... Il y a des... Voilà. Les 3 monologues, ils ont été écrits à la maison, par moi, ouais. Un objet, je le termine et j'amène à mes camarades le jour où c'est donné rendez-vous pour travailler. Voilà. Non, c'est de l'improvisation, mais comme au théâtre, on n'arrive jamais à faire de l'improvisation quelque chose de vraiment intéressant, à part les copains qui font de l'improvisation, comme la ligne d'enseignement, la ligne québécoise d'improvisation, on développe énormément ça. Mais c'est un mythe l'improvisation. Il y a très peu de spectacles d'improvisation. La danse en fait. Donc moi j'ai dit, je ne vais pas essayer puisqu'on n'y arrive pas, mais je vais essayer d'écrire sur une méthode d'improvisation. C'est-à-dire cette urgence, cette impossibilité de tricher dans l'urgence de l'improvisation, parce que vous êtes obligé quand vous êtes sur la scène, quand vous écrivez, de prendre ce qui vous arrive. Et donc, par l'association d'idées, sinon vous ne tenez pas, si vous commencez à pouvoir faire thèse, antithèse, synthèse, vous n'y arrivez pas. Alors il faut prendre du repos, bien regarder là. Et là, je suis vraiment parti, ligne droite, comme si l'improvisation. Oui, et moi, ça m'intéresse de savoir un peu plus sur le choix de présenter ça avec des pupitres et un peu comme une lecture conférence et de lire le texte par moment. C'est un rapport avec le thème. C'est très compliqué ça parce que moi je suis un fan de la lecture. Au théâtre, en considérant que ce n'est pas un art mineur, mais que c'est un moyen incroyable de distanciation. Parce qu'on nous a tellement appris qu'il fallait plus illustrer, qu'il fallait plus faire du pathos, qu'il fallait plus faire tout ça. Du coup, on ne fait plus rien, on essaie d'être neutre. Et je trouve que la lecture, quand vous savez que ça vient d'un document, vous pouvez crier, vous roulez par terre, c'est naturellement distancié, il n'y aura pas de pathos. Alors, on n'a pas crié aujourd'hui, on aurait pu faire un cri déchirant. Ça vous aurait plus inquiété si vous avez cri déchirant comme ça sur le plateau, alors que si je regarde et que je lance le cri déchirant, bon, ça va.
qu'on a une distanciation naturelle, presque brechtienne, hein, qui dit qu'il faut que des choses qu'on fait sur un plateau aient un effet d'étrangeté. Ça s'appelle Lob-Fremdung-Effekt, je ne parle pas très bien allemand, mais voilà, qui est l'effet d'étrangeté. Et c'est l'effet d'étrangeté qui nous fait remettre en question ce qu'on connaît tous, comment ça se fait que c'est comme ça, oui, effectivement. Donc la lecture, c'est un moyen. Mais vous savez, ils savent le texte par cœur. Hein. Quelquefois, ils font semblant de lire. C'est le comble. Alors que moi, je dis parce que je n'ai plus du tout de mémoire. J'ai arrêté avec le discours de la méthode. Je l'ai appris en entier. Et je sais par cœur, je l'ai mis même en slam. Mais je crois que mon cerveau dit plus jamais. Pardon, un modèle, monsieur. Oui. Quoi? Qui? Je sais pas, j'ai entendu. Oh, ah, c'est un travail de transdisciplinarité, musicien, comédien danseur et chanteur, donc si vous avez envie de... On a essayé de... C'est pas évident parce que, comme disait Jeanne, c'est pas un texte qui est fait pour être chanté. Et on l'a fait quand même parce que c'est ça qui est intéressant. Voilà. Ce qui est difficile à faire et nous a guéri. Tu peux bien parler? Particulièrement, enfin... 30 secondes, si tu veux. Enfin, alors, la musique que vous venez d'entendre, on est parti sur l'idée en fait, on a fait une première lecture, et cette première lecture a été très fertile. Et ces choses que vous entendez là, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à un leader, que de musique assez écrite, chorale, et puis un rap qui arrive derrière, puis une petite chanson de variété. Toutes ces choses-là se sont vraiment enchaînées au fil de cette première improvisation. Et donc, pour beaucoup, le travail a été, alors qu'on est tous dans des attentions sur scène très différentes, mais le travail a été de reposer ces structures à l'endroit où elles étaient et d'arriver à garder une écoute d'ordre musical, chose qu'on travaille aussi parfois assez loin de ces pièces de musique, mais vraiment dans le texte, il y a certains passages de texte qu'on s'est employés à entendre comme des objets musicaux plus que pour leur sens, ce qui nous permet d'avoir, qui au final renforce le sens, comme quand on double le texte parlé, voilà. Donc voilà, beaucoup de travail sur la qualité possible d'écoute entre nous, tout en ayant cette scénographie très frontale qui fait qu'on s'entend très peu et que vous ne verrez pas des musiciens faire le choix délibéré de se présenter de manière frontale comme ça, voilà, parce que pour l'écoute c'est un peu massacrant. Mais on a fait ce pari-là, que les deux étaient combinables et qu'on pouvait sauver ce qui s'était passé dans cette improvisation qui s'était faite autour d'une table sur cette scénographie-là. Et que ça donnerait justement cette forme de conférence très échappée. Moi j'aime bien dire que ce qui permet la musique, enfin m'appuyer sur la phrase du texte qui dit c'est l'amplification de l'imagination qui agit. De dire bon, tout le monde est occupé, tout le monde veut faire une lecture. Putain, ils l'ont fait ou ils l'ont pas fait? J'ai déliré ou ils sont vraiment partis dans le fond, ils ont fait des trucs, ils sont revenus. Voilà, donner l'impression un peu onirique que l'amplification de l'imagination agit. Il y a une belle harmonie, même dans Une guitare. La guitare, c'est fait de la même façon, ça s'est joué à l'écoute. Même parfois, quand je sens que ça diminue, alors moi c'est vivant. En tout cas, je suis dans mon rôle, et que j'ai pas de texte à dire, j'attire, voilà, exactement. Ou alors, c'est le laisse et l'inverse. Par exemple, ça a commencé avec Alain qui commence à dire son texte, et je sais pas pourquoi, ça m'a cassé qu'il le dise aussi vite et aussi fort. Et moi, je venais de chuchoter, et ça. Il me disait qu'il faut faire un différentiel. Un différentiel, moi j'aime bien que c'est calme. Donc ça a commencé les jeux. Tout ça a été gardé en fait, tout ce qui s'est fait sur le plateau. Donc la musique a été un témoin de ce qui a été vivant. Elisa, vous nous dire quelque chose?
cas, merci. C'est pas un texte facile parce que elle n'aime pas le message, mais c'est vrai qu'il trouve un pédagogique de public. Mais le texte a quelquefois divisé les acteurs. Non, mais je suis d'accord avec ça. Ce que j'aime pas, c'est l'exemple que tu prends, c'est pas vrai. Moi, je ne suis pas divisée, je suis tout à fait d'accord. Voilà, donc elle ne peut pas faire tel exemple hier soir, et c'est complètement faux. Voilà. Merci, bonne soirée. Ah oui, mais Mathilde, il faut qu'on aille le voir là. Ouais, ouais, tu sais que je vais faire des étiquettes de science.